Recensement général de la population et de l'habitat. L'opération se poursuit sur le terrain. Les chefs coutumiers s'engagent dans le processus. Guichet automatique, pas de billets à la fin du mois. Quelles en sont les conséquences? Éléments de réponse dans ce 13h. Agadez au Niger est un lieu de transit pour des milliers d'Africains candidats à l'exil. Images et commentaires tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier après-midi à Abidjan en provenance de la France où il séjournait depuis le 18 avril dernier. À sa descente d'avion hier, le chef de l'État ivoirien a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui était accompagné des membres du gouvernement. Et puis en bref, ouverture tout à l'heure à 15h de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, les temps forts de cette session de l'année 2014 avec nos différents reporters qui sont pour le moment sur place à l'Assemblée nationale dans notre édition de 20h. Et puis la première session de la Cour d'assises d'Abidjan s'est ouverte également ce matin. Première assise depuis 6 ans, 145 affaires à juger et 151 accusés. Plus de précisions dans nos prochaines éditions avec Hervé Blé. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité des Nations Unies lève l'embargo sur les diamants produits en Côte d'Ivoire et sur les armes légères et de petit calibre, suivant cet élément d'Adama Koné. Le diamant brut d'origine ivoirienne est désormais une marchandise légale sur le marché international. Il peut donc être importé par tout État le désirant. L'embargo qui frappait la Côte d'Ivoire depuis 2005 vient d'être levé ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution a été adoptée à cet effet à l'unanimité des 15 pays membres. La Côte d'Ivoire savoure ainsi une autre retombée du climat de paix et de relance économique. Pour l'Organisation des Nations Unies, c'est le résultat des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le processus de Kimberley, créé en 2000, est un régime international de certification. Il permet de tracer la commercialisation des pierres précieuses de sorte à éviter qu'elles ne servent à financer des conflits et autres crimes. Les statistiques de l'Union européenne tablent sur une production annuelle de diamants ivoiriens de l'ordre de 50 000 à 300 000 carats, soit de 10 à 60 kg, et les exploitations artisanales occupent entre 200 000 et 300 000 personnes. Autre nouvelle liée au climat de paix, l'assouplissement de l'embargo sur les armes, qui date de 10 ans. Depuis ce mardi 29 avril, la Côte d'Ivoire peut importer des armes de petit calibre pour équiper la police et la gendarmerie. Panne fréquente, manque de liquidité, ce sont là les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes au moment de faire un retrait dans un guichet automatique. Pourquoi ces guichets ne jouent pas leur rôle premier, c'est-à-dire faciliter l'accès à la liquidité, surtout en cas d'urgence? Fatou Fofana était devant un guichet, son compte rendu. Un homme qui sort insatisfait d'un guichet automatique, une scène devenue ordinaire à Abidjan toutes les fins de mois. Le guichet automatique bancaire, moyen par excellence pour avoir un accès facile et rapide à son argent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est mis à disposition par toutes les banques et est utilisé par des millions d'usagers dans le monde. Mais sous nos cieux, le guichet automatique est la cause de bien de grincements de dents. Je suis allé à un guichet pour faire un retrait et puis bon, voilà. Celui qui était plus proche de moi, ils ont mis un guichet hors service. Donc j'étais obligé de me déplacer, aller encore dans un endroit un peu plus éloigné. Voilà. Ça aurait été mieux que j'ai l'argent voilà, dans l'immédiat, quoi. Et puis le constat qu'on fait également, c'est que généralement les fins de mois, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de guichets hors service. J'avais un cas de malade. Je me suis rendu immédiatement au guichet de ma banque et je n'ai pas pu faire le retrait. Bon, c'était difficile parce qu'il fallait courir à un autre guichet. J'ai constaté qu'il y avait au moins 2-3 guichets qui ne fonctionnaient pas. Je n'ai pas eu gain de cause. Bon, j'ai dû aller m'endetter ailleurs pour trouver une autre solution. Guichet hors service, pas de connexion, pas de liquidité. Pourquoi tant de dysfonctionnements? Malgré les bonnes volontés des banques, nous ne contrôlons pas tous les aspects. Vous savez, un guichet automatique, ça fonctionne avec de l'électricité. Donc,
voilà, si on a des coupures ici et là, ça peut poser un problème dans le fonctionnement du guichet. Et un guichet automatique également, c'est le transfert des données, c'est des liaisons qui sont faites. Et on peut avoir des problèmes de liaison, je veux dire, d'un point A à un point B, pour diverses raisons. Les professionnels du secteur bancaire reconnaissent donc des insuffisances. Ils assurent que des actions sont en cours afin de rendre effectivement fonctionnels les guichets automatiques bancaires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans l'actualité, le recensement général de la population et de l'habitat, prévu pour s'achever aujourd'hui, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, annonce la poursuite de l'opération. À Sassandra, 3 semaines après le lancement du RGPH, l'on enregistre 30% de personnes recensées, nous dit Serge Kolia. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat connaît une progression lente dans la région du Haut-Sassandra. À Daloa, la cité des Antilopes, dans certains quartiers, les agents recenseurs disent avoir du mal à travailler. Les gens vraiment nous insultent. On vient, on dit non, après revenez. Après revenez, ça fait 4 bâtiments qui m'ont refusé. À ce jour, 30% des populations ont été recensées. Il y a eu quelques difficultés au niveau de quelques villages noyaux, mais là encore, avec la sensibilisation menée par les autorités, les populations de plus en plus commencent à adhérer à l'opération. Nous avons des vieilles écoles et il y a beaucoup d'enfants. Si on n'est pas recensé, on ne connaîtra pas le nombre d'enfants qui vont à l'école, donc le gouvernement ne peut pas programmer la construction de nouvelles classes. Je demande à toute la population d'accepter le recensement. À la demande du préfet de région, préfet du département de Daloa, Maître Kousougro Seri Emile, cadre de la cité des Antilopes, a pris son bâton de pèlerin. Objectif, expliquer aux populations le bien fondé de cette opération. C'est une bonne opération qui permet à chaque région et à chaque entité de bénéficier des bienfaits des actions du gouvernement. Je leur ai demandé d'accepter et de se faire recenser pour que demain, s'il y a des avantages, le quartier dans lequel nous sommes puisse en bénéficier. La population prie vivement que 1. Les agents de recensement repassent à l'OBIA, 2. Que l'on prolonge le délai qui paraît très court. Après donc des moments de réticence, on peut le dire, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat intéresse désormais les populations de la région du Haut-Sassandra. À Djokoué, le recensement général de la population et de l'habitat connaît également des difficultés dans sa mise en œuvre. Les chefs coutumiers ont décidé de s'engager dans le processus. Le point de la situation sur place avec Mamadou Kwasi. C'est précisément le 11 avril dernier que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat a véritablement démarré dans le département de Zoukougbe. À ce jour, le taux de recensement s'élève à plus de 53%. Un taux justifié selon le préfet du département par quelques difficultés rencontrées sur le terrain. On peut communiquer aujourd'hui partout au moyen du portable. Malheureusement, dans la forêt classée, ça ne passe pas. Et puis, j'ai dit de Mangue, tous les petits campements, il y a peut-être 100 campements, mais c'est des campements baoulés. Nous sommes en période de Pâques, nous. Mes parents baoulés aussi sont partis. À Djokoué, la réalité est tout autre. Environ 30% de la population a été recensée. Cela à cause du refus de certains ménages. Dans certains quartiers, en tout cas, la population refuse de recevoir les agents recenseurs. Et au motif qu'ils ont reçu, en tout cas, le mot d'ordre de leur parti politique. C'est une des raisons. Il y a aussi le problème de l'éloignement des localités. Il y a en tout cas le problème de manque de mobilité. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, a invité les chefs de communauté à s'impliquer véritablement dans cette opération, car il y va du développement de la région du Guémon. Cette région qui porte encore les stigmates des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les chefs coutumiers, puisqu'ils ont souhaité disposer de matériel roulant pour mener une campagne de sensibilisation dans les quartiers, villages et campements de la région du Guémon. Et donc la sensibilisation sur le recensement se poursuit. Les chefs traditionnels ont donc décidé de s'investir dans le processus. Ils invitent les populations à se faire recenser. À Daloa, un chef de canton lance l'appel. Extrait. Le recensement n'est pas politique. C'est pour connaître, bon, par exemple, dans un village, l'appel
nombre des hommes. S'il n'y a pas assez de hommes là-bas, comment le courant peut aller là-bas? Comment on peut envoyer l'eau là-bas? Tout ce que les chefs ont besoin, comment ça peut aller là-bas? Et je lance l'appel à tout le monde. On n'a qu'à laisser les enfants pour recenser tout le monde. Et le taux de recensement dans la ville de San Pedro est de 40%. Une tournée d'information et de sensibilisation sur l'opération a donc été initiée par la société civile pour mobiliser les populations autour du RGPH. Grâce Kando pour plus de détails. À San Pedro, la population est estimée à plus de 400 000 habitants selon le RGPH de 1998. Le taux de recensement général de la population et de l'habitat demeure cependant faible dans cette localité en ce qui concerne l'opération de 2014. À quelques jours de la fin de l'opération, San Pedro n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Ici à San Pedro, le taux de recensement était très bas par rapport à la moyenne générale qui est de 67%. Mais San Pedro était largement en bas. Il faut compter à peu près 45%. Au regard de ce constat, le coordonnateur général de la Convention de la société civile veut apporter sa pierre à la réussite de l'opération. Une tournée d'information et de sensibilisation est donc initiée. Et selon les autorités préfectorales de San Pedro, les populations n'ont pas été suffisamment sensibilisées sur le bien fondé du RGPH. Le préfet exhorte tout de même les populations à adhérer à l'opération. C'est bien dit, le recensement général de la population et de l'habitat. On n'a pas dit le recensement électoral ou le recensement des Ivoiriens. Il faut que le thème soit bien perçu pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. On vous dit simplement que le bébé même qui est né aujourd'hui doit être recensé. Tous ceux qui sont résidents en Côte d'Ivoire doivent être recensés. L'appel que je peux lancer à ma population, c'est de s'approprier ces recensements. Un message qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Transporteurs et autres habitants de San Pedro s'y engagent. On a fait beaucoup, mais on va continuer de rentrer porte en porte encore pour voir ceux qui négligent ou bien ceux qui ont pris ça à la légère. On va les recenser. Je ne me suis pas encore fait recenser. J'attends que les agents recenseurs viennent pour que nous nous fassions recenser. Je me suis déjà recensé, donc j'appelle tous mes frères nigériens de se recenser. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat va coûter 12 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le recensement rime avec le développement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, a initié des études pour orienter les différentes politiques de développement régional. Alors, cérémonie de lancement du projet études monographiques et économiques des districts de Côte d'Ivoire avec Eve Boué et Anne-Zelika Eoura. Le découpage administratif actuel de la Côte d'Ivoire comprend 14 districts, dont 2 autonomes. Pour assurer un développement économique harmonieux des différentes régions du pays, l'État décide de dresser un état des lieux exhaustif de ces districts. Des études monographiques et économiques sont entreprises par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. L'opération sera pilotée par un cabinet d'études. Au cœur de ce PND 2012-2015 se trouve inscrite l'impulsion d'une politique vigoureuse de relance de l'aménagement du territoire et du développement régional à travers notamment l'aménagement des pôles économiques de compétitivité PEC autour des grandes régions du pays afin d'assurer le développement harmonieux et équilibré des grands espaces économiques de notre pays. Sur chaque chef-lieu de région, on va organiser une réunion plénière sous l'égide bien sûr du préfet de région et du directeur régional du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Cette réunion plénière aura vocation à mobiliser l'ensemble des forces vives et des acteurs socio-économiques de la région concernée. Le projet d'études monographiques des districts de Côte d'Ivoire est en partie financé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il se déroulera en 2 phases, une première phase pilote avec 4 districts et la seconde avec les 10 autres districts. Le développement, une priorité pour la population d'Aboyinkro, village situé dans la sous-préfecture de Bokanda. Le sous-préfet de la localité a initié une séance de travail avec les villageois pour voir ensemble les problèmes auxquels ils sont confrontés. Commentaire, Teresa Peyoboué.
Abonyikro est un village situé à 21 km de Bokanda dans la région d'Unzi. Il est peuplé d'environ 3000 âmes. Ce village est confronté depuis quelques années à d'énormes difficultés de développement. Il s'agit notamment de l'inexistence d'un centre de santé. Le village compte une école de 6 classes dont 3 seulement sont fonctionnelles et tenues par un seul enseignant, les autres ayant quitté le village pour faute de logement. Bien qu'étant traversé par une ligne moyenne tension, le village d'Abonyikro n'a pas d'électricité. L'approvisionnement en eau potable devient un casse-tête lorsque la seule pompe qui alimente le village tombe en panne. Face à ces difficultés énumérées par le président du Moudesca, Mouvement pour le développement économique socio-culturel du village d'Abonyikro, le sous-préfet de Bokanda, Béatrice Ayakwaku, a rassuré les populations de l'engagement de l'État à répondre à leurs préoccupations. Elle a par ailleurs invité les fils et filles du village à l'union et au travail afin de créer des richesses dans la localité. Occasion également choisie par le sous-préfet pour sensibiliser ses administrés sur le recensement général de la population et de l'habitat et sur la fièvre Ebola qui continue de faire des victimes dans les pays voisins. L'Agence nationale pour le développement rural, ANADER, vient d'organiser un atelier bilan à Soubré avec les acteurs de la lutte contre le travail des enfants. Il a été question d'évaluer les acquis et présenter les difficultés de la mise en œuvre du projet de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture. Commentaire, Honorina Ingori. L'Agence nationale pour le développement rural, l'ANADER, a signé un contrat avec le Bureau international du travail pour la mise en œuvre du projet intitulé « Vers des communautés de cacaoculteurs débarrassés du travail des enfants » dans le département de Soubré. Ce projet visait le retrait et la prévention de 625 enfants âgés de 5 à 17 ans soumis aux pires formes de travail des enfants. L'amélioration du revenu et des conditions de vie de 250 ménages est compris dans ce projet. Après 17 mois d'activité, au moment où le projet tire à sa fin, il était important d'en faire le bilan et d'envisager les voies et moyens pour sa pérennisation, au dire du premier responsable de l'ANADER de Soubré Ndoliwa Ndoli. À sa suite, le point focal du projet, Marc Yao, Kwaku a présenté le bilan chiffré du projet aux acteurs clés des sous-préfectures de Meyagui, Opuyo et Grand Zatri. Il ressort qu'effectivement, 625 enfants ont été identifiés sur un vivrier de 930 enfants victimes. 198 ont été insérés au CP1 et 455 ont bénéficié de droits d'inscription et de kits scolaires. Des écoles ont bénéficié de tables-bancs, de tableaux, de bureaux et d'armoires. Cela a été suivi de l'ouverture de 7 cantines scolaires dirigées par 7 comités de lutte contre le travail des enfants mis en place par l'ANADER. Face à quelques problèmes rencontrés sur le terrain, l'ANADER recommande la mise en place d'un mécanisme de pérennisation du fonctionnement des cantines. Swalio Soumaroro, le secrétaire général de la préfecture de Soubré, a quant à lui salué les performances de l'ANADER, l'Agence nationale pour le développement rural, dans la lutte contre le travail des enfants à Soubré. Structure gouvernementale en charge de la filière café-cacao, partenaires techniques et financiers et coopératives se sont retrouvés au Golf Hotel à l'occasion de la 3e session de la plateforme du partenariat public-privé, rencontre marquée par la signature de plusieurs conventions. Reportage Bertin Guessan et Adama Kone. Cet protocole d'accord signé pour un montant total de 19,9 milliards de francs CFA, dont 13,3 milliards de francs CFA apportés par les partenaires privés, techniques et financiers. C'est le bilan chiffré des 2 années d'activité de la plateforme du partenariat public-privé, PPPP, depuis sa mise en place en mai 2012. La présente session, la 3e du genre, a passé 3 autres accords tout en se fixant de nouveaux objectifs. Les objectifs de la plateforme déjà, c'est de pouvoir donc se concerter, tous les acteurs réunis, au sein d'une même plateforme pour débattre des questions de la durabilité de la filière café-cacao. Grâce à la gestion paritaire de la filière entre le public et le privé, les producteurs de café et cacao ont perçu en 2 années plus de 2000 milliards de francs CFA, correspondant à 60% du prix CAF, coût assurance fret. Pour le ministère de l'Agriculture, cette approche est à saluer.
La PPPP demeure la meilleure approche et la meilleure stratégie pour pérenniser la production et assurer l'approvisionnement du marché mondial en fèves de cacao et cerises de café. La plateforme du partenariat public-privé est aujourd'hui composée de 75 membres. C'est une approche qui vise à fédérer le savoir-faire de chaque segment de la chaîne de valeur de la filière en vue d'une gestion plus efficace, a reconnu le président du conseil d'administration du café cacao, Lambert Kwasi-Kounan. L'Agence nationale de l'environnement et une équipe de Côte d'Ivoire Énergie en tournée dans les régions de Cavali et du Guémon. Objectif, mener des enquêtes sur le renforcement des réseaux électriques dans les départements de Taï, Guiglo, Diokwe. Commentaire, Honorina Ngoré. Tout projet, celui-ci ne s'exécutera pas sans impact ou quelques nuisances dont les populations doivent être informées. C'est la raison de la présence des équipes de l'ANDE, Agence nationale de l'environnement, de Côte d'Ivoire Énergie et de leur bureau d'études à l'ouverture des enquêtes publiques convoquées et présidées par les préfets des différents départements que sont Taï, Guiglo et Diokwe, visités par les techniciens. Il s'est agi au cours des séances d'ouverture de présenter le projet de construction d'un poste de 225 kV à Diokwe et 90 kV à Zagné et des lignes de 90 kV de Diokwe à Zagné et 30 kV de Zagné à Taï. Il a été question également de présenter les tracés et les passages des lignes aux populations et de nommer un commissaire enquêteur dans chaque département auprès de qui les habitants impactés par le passage des lignes électriques et toutes les autres victimes des travaux pourraient aller faire valoir leurs préoccupations. Les travaux de démarrage sont prévus dans 6 mois selon le promoteur Léopold Kwao de l'Agence nationale de l'environnement et Gilbert Nair Pascaline de Côte d'Ivoire Énergie. Le Club des Amis de la Chine lance officiellement ses activités pour l'année 2014. Il s'agit pour ce club de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les temps forts de cette cérémonie avec Maï Sako. Ambitionnant de devenir un maillon fort dans la redynamisation des relations sino-ivoiriennes en vue de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le Club Ami de la Chine ne lésinera pas sur les moyens matériels pour atteindre cet objectif, d'où la présentation de son site internet à l'assistance. Cette connexion permettra aux opérateurs économiques des deux pays d'échanger et de lier des partenariats. Il est pour nous important que la Chine soit le pays que l'Afrique imite, parce que la Chine est partie de rien pour être un pays développé. Et l'Afrique peut en faire autant en s'inspirant du modèle chinois. Un pays ne se développe pas seulement qu'avec de l'argent. Un pays se développe surtout avec des idées, mais particulièrement avec sa jeunesse. Son Excellence Zhang Guoqing, ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, salue la création du Club Ami de la Chine qui ouvre davantage le portail de la coopération économique, sociale et culturelle. La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités. J'aimerais souhaiter que la Côte d'Ivoire ait une situation paisible, une stabilité pour développer l'économie, pour devenir encore la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Les relations sino-ivoiriennes se portent bien. À preuve, les autorités chinoises ont déjà apporté leur appui à la Côte d'Ivoire par le financement de projets majeurs, notamment la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam sur plus de 30 km, l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de Bonois. Chaque année, des milliers de migrants transitent par le Niger. Le long de cette route migratoire, nombre d'entre eux se retrouvent dans le dénuement le plus total. À Agadez, les plus vulnérables reçoivent une assistance dans un centre. Images et commentaires. Sur la route entre Dirkou et Agadez, au nord du Niger, les hommes transitent dans les deux sens. Vers le nord, ceux qui partent chercher du travail en Libye ou en Europe. Dans le sens inverse, ceux qui rentrent chez eux faute d'avoir réussi à se construire une nouvelle vie. Le Comité international de la Croix-Rouge transporte vers le centre de transit d'Agadez ces hommes épuisés qui viennent d'abandonner leur rêve d'émigration. J'ai quitté mon pays pour me rendre en Libye, plus précisément à Tripoli. C'est là où j'ai essayé de débuter à travailler comme main-d'œuvre
à chercher du boulot, travailler pour aider ma famille, pour aider mes proches, quoi. Pour arriver ici, certains de ces hommes ont dû traverser des zones en conflit. D'autres se sont retrouvés à la merci de groupes armés ou ont dû survivre plusieurs jours en plein désert et sans ressources. Déshydratation, fractures, brûlures, troubles psychiatriques, les équipes médicales de la Croix-Rouge constatent que peu d'hommes s'en sortent indemnes. À leur arrivée à Agadez, ils se reposent et prennent enfin contact avec leur famille. Moi, j'attends seulement le billet pour retourner chez moi au Togo et vivre avec... j'ai ma femme avec... Au Soudan du Sud, en bref, selon l'ONU, 9000 enfants ont été enrôlés comme combattants dans les deux camps. Et en Centrafrique, cette vive émotion de Médecins sans frontières après l'attaque d'un centre de santé. Regardez. Voici l'hôpital de Nanga-Bogila, à 450 km au nord de Bangui, un établissement soutenu par Médecins sans frontières en personnel médical, en médicaments et en moyens logistiques. C'est là que 22 personnes ont été tuées samedi après-midi, parmi elles 3 employés locaux de l'Organisation humanitaire internationale. MSF n'a rendu publique l'information que lundi, le temps d'enquêter sur les circonstances de l'attaque et de pouvoir l'attribuer aux ex-rebelles de la Séléka. Après avoir procédé à un braquage, donc un pillage de nos biens et de l'argent, malheureusement, il y a aussi eu une attaque contre des civils qui étaient dans l'enceinte même de l'hôpital, à savoir d'un groupe de leaders communautaires que MSF avait invité justement pour des discussions périodiques que nous avons avec tous ces chefs de village, chefs de groupement. Pour MSF, le choc est rude. À Bangui, les salariés de l'organisation internationale se disent bouleversés par la violence employée contre leurs collègues de Nanga-Bogila, une localité où l'organisation humanitaire est la seule à intervenir, une localité qui échappe au contrôle des soldats africains de la force internationale de la MISCA et des soldats français de l'opération Sangaris. L'organisation humanitaire doit maintenant trouver la réaction appropriée pour marquer le coup. Dans un premier temps, elle a suspendu ses actions à Nanga-Bogila. En image, les Irakiens défient les violences pour élire leurs députés. Première élection législative depuis le retrait américain fin 2011. Quelques 20 millions d'électeurs sont appelés à choisir 328 députés parmi plus de 9000 candidats. Les forces de sécurité sont déployées en nombre pour prévenir tout attentat. Mais le scrutin a déjà été marqué par des attaques qui ont fait au moins 11 morts et 26 blessés. D'autres faits marquants de l'actualité dans le monde, commençons par la Corée du Sud. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a présenté mardi ses excuses personnelles pour avoir été incapable d'empêcher les dysfonctionnements à l'origine du naufrage du ferry qui a fait plus de 300 morts. Il y a 2 jours, le Premier ministre avait démissionné pour les mêmes motifs. Le gouvernement sud-coréen fait l'objet de vives critiques de la part des familles des victimes qui imputent le naufrage à la corruption des fonctionnaires et à l'insuffisance des normes de sécurité en mer. L'événement a eu lieu hier à l'université de Maastricht aux Pays-Bas. Pour la première fois était organisé un débat présidentiel européen. En lice, les 4 principaux candidats à la présidence de la Commission européenne. Ce débat avait pour but de susciter l'intérêt des quelques 400 millions d'électeurs européens appelés aux urnes dans 4 semaines. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui désignent le chef de l'exécutif européen doivent tenir compte des élections au Parlement de Strasbourg. L'ancien chef des services de renseignement du président Chavez, le capitaine Eliezer Otaiza, a été retrouvé mort lundi dans sa voiture. Son corps était criblé de balles. Le président Maduro a lancé une enquête pour découvrir les circonstances de sa mort. Les assassinats pour vol sont monnaie courante à Caracas. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.